Bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro de 20h Le Rattrapage, votre émission qui revient sur les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Pour nous accompagner ce soir, Gérard Gomès. Bonsoir, je vous en prie, installez-vous. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, puisque vous êtes sur ce plateau et que vous êtes l'un des porte-voix de l'artisanat dans notre région, je vous propose de commencer avec cette image des artisans qui se dénudent sur les réseaux sociaux. En quelques jours, le hashtag artisan à poil a été utilisé des milliers de fois. Quitte à être mis à poil par le gouvernement, je préfère le faire moi-même, écrivent-ils. Qu'est-ce que ça vous inspire, Gérard Gomès, des artisans qui se mettent à nu sur les réseaux? L'heure est grave. Oui, effectivement, ça m'inspire de la tristesse d'abord, parce que là, on n'est pas dans un calendrier des pompiers. Et voir ces artisans qui doivent s'exprimer de cette façon, évidemment, ça ne peut que m'attrister. Ils sont dans la peine, ils sont dans la colère, ils sont dans la difficulté, voilà. Et c'est le moyen d'expression qu'ils ont trouvé. Voilà, je suis de tout cœur avec eux en tout cas, et sachez que c'est pas facile de voir ça quand on est un artisan. D'en arriver là, c'est quand même assez triste. Alors, parmi ces artisans qui posent nus sur les réseaux sociaux, il y a de nombreux coiffeurs. À la tête de commerces dits non essentiels, ils ont dû cesser leur activité. En Haute-Vienne, ils ont lancé une pétition pour demander la réouverture de leur salon le 1er décembre. Gérard Gomès, on regarde ce reportage tourné à Limoges et on se retrouve juste après. Une fois par semaine, je viens, voire deux, regarder mon courrier, nettoyer mon devant de salon. Ça me permet de me dire que mon salon existe. Et pour une coiffeuse, c'est important. Angélique Lamat est socio-coiffeuse. Elle est spécialisée dans la coiffure des personnes âgées ou en situation de handicap. Pour ouvrir son salon à Limoges, elle a investi 30 000 €. J'ai ouvert juste avant le confinement, 31 janvier. J'ai fermé. J'ai réouvert, j'ai refermé. Donc pour le moment, je n'ai aucune aide. Zéro. Donc c'est vrai qu'heureusement que j'ai une trésorerie, mais ma trésorerie, comme je vous dis, je ne sais pas jusqu'où elle peut aller. La chef d'entreprise, responsable de 2 salariés, devrait bénéficier d'un coup de pouce en décembre, car l'État prévoit jusqu'à 10 000 € d'aide pour les établissements fermés en novembre. Cet autre coiffeur limougeot craint malgré tout ne pas pouvoir garder l'ensemble de ses salariés. Avec 7 salariés, ces 10 000 € vont nous faire du bien, mais ça ne suffira pas pour aller au bout de nos chiffres d'affaires de ce mois-ci et des mois à venir. Sur un mois de novembre, on est à peu près à 34 000 €. Pour sauver la profession, l'Union nationale des entreprises de coiffure de Haute-Vienne a lancé lundi une pétition en ligne. Les coiffeurs demandent une réouverture d'urgence des salons avant les fêtes de Noël. C'est une période très importante, parce qu'elle représente 25% de notre chiffre d'affaires annuel. Alors nous faisons partie des commerces non essentiels, mais on est quand même essentiel pour le moral de nos clients. Parce qu'il est impératif que l'on rouvre au 1er décembre pour la survie de nos entreprises. Le ministre de l'économie assurait ce lundi la réouverture prochaine des commerces non essentiels. Une idée pourtant jugée prématurée par le ministre de la Santé. Pour l'heure donc, les salons de coiffure restent dans l'attente. Gérard Gomès, vous siégez également à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Nouvelle-Aquitaine. Vous tirez la sonnette d'alarme. Quelle est la situation aujourd'hui des 150 000 entreprises que vous représentez dans la région? Oui, alors sur les 150 000, effectivement, il y en a de l'ordre de 22 500 qui sont aujourd'hui empêchés de travailler. Et on vient de le voir, sur les coiffeurs, c'est particulièrement prégnant. Ils ne comprennent pas pourquoi eux et pourquoi pas les autres. Mais ils ont pris toutes les précautions. Toutes les mesures sanitaires ont été appliquées. Toutes les mesures ont été appliquées. Ils ont investi pour s'assurer de recevoir leurs clients dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, la dame vient de le dire, on leur dit qu'ils ne sont pas essentiels. Et ça, c'est dramatique. C'est dur ce terme de s'entendre dire qu'on n'a pas un commerce essentiel. Mais oui, parce que le commerce et l'artisanat, c'est une part de vous. Donc ça finit par... On vous dit que vous n'êtes pas essentiel, que finalement, on peut très bien se passer de vous.
Je ne sais pas si vous imaginez les dégâts que ça peut faire au niveau des artisans et des commerçants. Et on le sent d'ailleurs au travers des réflexions que l'on entend, au travers des messages qu'ils nous portent. Cette phrase a été catastrophique pour le moral et puis pour les personnes qui sont aujourd'hui dans cette difficulté. Il y a aussi un risque concernant la création d'entreprises. En Nouvelle-Aquitaine, vous enregistrez moins 9% de création d'entreprises. Il y a des disparités en fonction des départements. Oui, voilà, c'est assez disparate, effectivement, selon les départements. Alors, c'est 9% par rapport à 2019, qui était une année un peu extraordinaire en termes de création d'entreprises. Mais malgré tout, on continue à avoir des porteurs de projets. Moi-même, j'ai interrogé les agents de ma chambre de métier la semaine dernière pour un peu tester la qualité des appels entrants. Et on m'a fait part du nombre important de porteurs de projets qui venaient encore se renseigner. Alors ça interroge évidemment, mais je pense que ça va interroger encore un moment, parce que beaucoup de personnes sont peut-être dans une phase de réflexion, de s'interroger sur leur avenir professionnel. On voit qu'il y a des grosses entreprises qui commencent un peu à se séparer de leur personnel. Et peut-être que c'est le moment où ils s'interrogent pour savoir s'il n'y a pas une reconversion possible dans l'artisanat. Alors l'artisanat, justement, c'est une filière qui regroupe plus de 250 métiers différents. Ça va du plombier au fleuriste en passant par le taxi, profession que vous exercez. Il y a aussi les créateurs, victimes du confinement et de la crise sanitaire. Ils subissent également l'annulation des marchés de Noël. Reportage à Limoges. Marie se sent bien seule dans son atelier. D'habitude, à l'approche de Noël, cette artisane donne des cours à ceux qui veulent offrir des cadeaux personnalisés. Avec le confinement, c'est 95% de son activité qui disparaît. Je n'ai plus aucune ressource, je n'ai plus rien. Donc c'est uniquement de la commande, du sur-mesure qu'on veut bien me passer. Mais c'est pas suffisant. Enfin, malheureusement, j'ai des charges inhérentes incompressibles par rapport à l'atelier. La crise sanitaire bouscule aussi les projets d'Alexandra. Elle vient de se lancer dans la création et n'a atteint que 10% de son objectif financier. Quand on démarre, on passe à travers les mailles du filet parce que les aides, il n'y en a pas. Donc c'est très difficile. Il y a un moment donné où il va falloir prendre des décisions de qu'est-ce que je fais. Les conséquences est que je vais aller retourner travailler en usine en fait. Il m'a envoyé ses photos et donc j'ai sélectionné des modèles pour le site internet qui sont plutôt parlants, tu vois. Et puis j'ai mis pour venir en aide aux artisans, la Galerie des métiers de Limoges a décidé de mettre en ligne sa traditionnelle boutique de Noël. Une première. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les artisans, ce sont principalement des pièces uniques. Donc effectivement, ils ont créé des boucles d'oreilles, mais les 10 sont complètement différentes. Donc on va photographier les 10 paires et on va les mettre sur le site. C'est lourd, mais il y en a besoin, nos artisans en ont besoin. Un besoin pressant car c'est en ce moment que les créateurs ont pour habitude d'enregistrer 30 à 50% de leur chiffre d'affaires. Si vous leur enlevez la dernière partie de l'année avec cette possibilité de remonter leur chiffre d'affaires, beaucoup d'entreprises ne s'en relèveront pas. La boutique en ligne sera opérationnelle lundi. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre pour sauver cette fin d'année. On sent l'angoisse monter à l'approche des fêtes de Noël. Il y a aussi le Black Friday qui arrive à grands pas. Alors Amazon France a accepté de reporter le Black Friday au 4 décembre alors qu'il était initialement prévu le 27 novembre. Est-ce que ça va permettre aux commerçants, aux artisans de tirer leur épingle du jeu ? Alors oui, dans sa grande bonté, Amazon a accepté effectivement de décaler le Black Friday et puis d'autres, les grandes surfaces également, d'après ce que l'on entend. Oui, ça peut aider évidemment, parce que les entreprises, le temps que les entreprises rouvrent, qu'elles refabriquent, on vient de le voir sur ces artisans d'art, on peut imaginer que ça va aider. Bon, les marchés de Noël, quant à eux, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en aura pas. Donc, comment vont faire ces artisans d'art pour distribuer ? Alors, le réseau des chambres de métiers aide, on l'a vu dans ce reportage sur la Haute-Vienne, mais c'est nouveau aussi. Ça va passer par le e-commerce, en tout cas, ça va passer par le e-commerce, il faut qu'on amène cette culture-là aux artisans, c'est pas inné.
Et donc voilà, c'est tout le travail aussi des chambres de métiers, d'accompagner sur cet aspect digital, et marketplace, tous ces... Vous les répertoriez d'ailleurs sur votre site internet. Oui, on les répertorie et puis on essaie de les accompagner dans ces démarches de création de marchés virtuels. Mais bon, ça ne fera jamais un échange, ça ne fera jamais un lien que l'on peut avoir avec le fabricant d'un objet. Ça ne remplace pas le côté voilà, humain. C'est ce côté-là. À un mois des fêtes de Noël, l'inquiétude monte aussi du côté des ostréiculteurs face à la fermeture des restaurants. Ils s'interrogent comment vont-ils écouler leur stock. Prenons la direction de Bourse-Franc-Le Chaput en Charente-Maritime. Les huîtres sont là, belles et en nombre. Dans cette entreprise familiale installée à côté de l'île d'Oléron, on en produit depuis 1986, 400 tonnes par an. Le problème, c'est qu'une partie de cette production ne s'écoule plus à cause de la fermeture des restaurants dans tout le pays. La restauration cote 25% de nos clients. Donc oui, ça commence... Là, à l'époque actuelle, normalement, elles sont 8. Là, pour l'instant, elles sont que 4 à trier. Et on ne sait pas où est-ce qu'on va, quoi. On ne sait pas ce que ça va donner. Les restaurants, a priori, pour les fêtes, ne vont pas rouvrir. Donc ça va nous faire beaucoup de volume en moins, quoi. 4 ouvrières ostréicoles au lieu du double en temps normal. L'état des lieux en dit long sur la situation. Monique Vitry travaille dans le secteur depuis une quinzaine d'années. Et pour elle, cette activité au ralenti n'augure rien de bon pour les fêtes de fin d'année. Nous, pendant 15 jours, c'est assez intensif, donc ça permet de gâter nos enfants à Noël. Et voilà, le quotidien se fait là-dessus aussi. Donc tout ça va peut-être être remis en question. Tout à fait. Cette année, c'est vraiment... On préfère pas y penser d'ailleurs. Il faut dire que la filière ostréicole ne dispose que de 3 grands réseaux pour écouler sa production. La grande distribution, les restaurants et la vente directe. On peut quand même se réjouir d'une chose, c'est que la vente directe en France, faite par les ostréiculteurs, marche plutôt très bien sur les marchés français. On voit une progression des ventes lorsqu'elles sont effectuées par l'ostréiculteur sur les marchés français, et ça, c'est plutôt bien. Ça peut être un canal pour écouler une partie de cette production ? Ça peut être un moyen d'écouler un peu plus de production pour certains. Pas de miracle donc, pour une filière qui en Charente-Maritime représente 1 millier d'entreprises et 4500 emplois directs. Gérard Gomès, les conséquences de la crise sanitaire touchent parfois des communes entières. C'est le cas, par exemple, à La Roche-Posay, dans la Vienne, dans cette station thermale. Vous allez le voir, la vie économique est à l'arrêt. C'est un village qui d'ordinaire vit au rythme de sa station thermale, mais dont le poumon économique est à l'arrêt. À La Roche-Posay, comme un symbole, la fontaine des thermes est coupée. À l'intérieur, tout est figé jusqu'à l'année prochaine. On est très affecté par l'allure de cette structure bien plus vivante habituellement, et puis surtout par le manque de perspective en termes de reprise d'activité. En temps normal, les thermes de La Roche-Posay, c'est du monde tous les jours, 20 000 personnes par an qui ont toutes besoin de se loger. Dans cet hôtel, 75% des clients sont des curistes. Il y a même leur portrait affiché sur les murs. En général, oui, tout ici c'est pris par eux, c'est occupé par eux. Ils viennent boire un verre, discuter, c'est l'espace lounge. C'est un espace de convivialité et là c'est un espace désertique. Son hôtel reste ouvert coûte que coûte, bien loin de sa fréquentation habituelle. J'ai 95% de pertes. Donc voilà, j'avais pour le mois de novembre, tout était plein. J'ai 8 chambres d'hôtel et 22 appart-hôtels, tout était plein. Là, tout est vide. Voilà, donc l'effet, il est immédiat. On n'attend pas, ça descend pas crescendo, c'est d'un coup. Faute de curistes, c'est toute la ville qui tourne au ralenti. Cette commerçante produit des savons artisanaux. Ah oui, tout est fait maison. Hein. Le click and collect ne suffit pas à essuyer ses pertes. Non seulement les curistes ne sont plus là, mais en plus tous les gens restent enfermés chez eux. Nous, on est obligés de fermer le magasin. Donc pour nous, c'est surtout que ça fait que 3 ans qu'on est ouvert, donc on est une jeune entreprise et pour nous, c'est difficile. Tous espèrent que les cures thermales pourront rouvrir à la date prévue, le 18 janvier 2021, dans moins de 2 mois maintenant. 95% de pertes pour l'hôtelière que nous venons de voir dans ce reportage. Comment garder le moral lorsque son activité s'écroule ? C'est évidemment la question la plus difficile parce que, on le voit, la dame le dit dans le reportage,
elle n'a pas de perspective. Et ça, c'est quand on a investi, quand on a une entreprise qui est la sienne, comment ne pas avoir de perspective, c'est ça la plus grande difficulté. Donc oui, c'est le cas à La Roche-Posay, c'est le cas à Dax, c'est le cas à Salis de Béarn, voilà, à Cambo, il y a partout. Et puis on voit que tout autour, la vie s'arrête au final. Hein. Moi, je suis taxi, je sais aussi qu'on a le droit de travailler, mais on n'a plus de travail dans beaucoup d'endroits. Parce que ce sont des gens qui nous font travailler, ce sont des transports, ce sont des... Alors psychologiquement, qu'est-ce qui se passe? Comment on se dit, bon ben tiens, je vais tenir le coup Alors, on va tenir le coup s'il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place par l'État, heureusement, mais ça ne fait pas tout. Parce que souvent, les aides viennent pour payer les charges courantes, hein, le loyer du local. Mais le salaire d'un artisan, personne ne le paye. Voilà, donc ces gens-là qui, à l'approche des fêtes de Noël, ne voient pas aujourd'hui une fenêtre un peu s'ouvrir, ça risque de poser effectivement beaucoup de problèmes parce qu'on ne sait pas. Le gouvernement le dit lui-même, hein, on craint des suicides. Chez nos voisins en Belgique, une coiffeuse s'est suicidée récemment dès le début de ce deuxième confinement. Ça fait partie du risque ultime et le plus malheureux. Donc voilà, on a dit que le Covid allait tuer beaucoup. Oui, il l'a tué et il continue à le faire, malheureusement. Mais l'économie aussi en souffre aujourd'hui. Et on a mis en place au niveau des réseaux des chambres de métiers des cellules de soutien psychologique. Avec des psychologues avec des psychologues, un numéro vert qu'il ne faut pas hésiter à appeler. Mais voilà, ça ne fait pas tout. On essaie en tout cas d'accompagner, nous, au mieux, par aussi des aides. Les aides arrivent de beaucoup d'endroits et parfois les artisans ne savent pas exactement celles auxquelles ils ont droit. Nous sommes là pour les aiguiller, pour avancer avec eux et puis essayer de passer ce moment difficile. Heureusement, alors tout n'est pas si noir pour les travailleurs indépendants en pleine période de confinement. Certains arrivent même à tirer leur épingle du jeu. L'une de nos équipes l'a constaté à Périgueux. Le premier coffret que je vous propose, c'est celui-ci. Chez André Petitot, la visite de la cave se fait portable à la main. Il présente ses coffrets cadeaux pour Noël et la magie opère. Je vous envoie mon adresse mail, comme ça vous me retournez le devis. Si sa boutique peut rester ouverte, il a dû fermer son côté restauration qui représente 30% de son chiffre d'affaires. Alors, il a décidé de vendre ses produits par visioconférence. Ça nous permet d'avoir une nouvelle clientèle, des gens qu'on n'avait pas forcément comme clients auparavant. Est-ce que tu penses le garder, même après le confinement? C'est certain. Je vais consacrer au moins une demi-heure de mon temps pour pouvoir tous les jours proposer des visios à des gens qui n'ont pas le temps dans le monde de l'entreprise. Bonne merlu. Dans cette poissonnerie du centre-ville, pas besoin de téléphone. Ici, les habitués viennent en personne. Les bons produits sont là, hein. Ils ne sont pas dans les grandes surfaces. Et c'est pas beaucoup plus cher en plus. Ils ont aménagé, on est servi ici, on récupère là, donc bon, c'est un plus, ça s'améliore. Comptoir isolé, livraison à domicile, passe-plat artisanal. Malgré le confinement, certains commerçants trouvent des solutions et tirent leur épingle du jeu. En faisant de la livraison, en disant que les commerçants de Périgueux restent ouverts, qu'on est là pour eux et s'ils ne peuvent pas venir, nous on vient chez eux. Même ceux récemment installés s'en sortent. Anne Bonneau a ouvert son coffee shop en février dernier. Elle devrait tenir le choc. Je pense qu'il faut prendre le côté positif de cette situation. C'est aussi pour ça que moi je me permets d'ouvrir, c'est pour garder le lien avec toutes ces personnes et je travaille pour la suite. Garder le lien, penser à l'avenir, c'est peut-être la recette pour supporter ce reconfinement en attendant des jours meilleurs. Ça fait du bien quand même de voir ça, des commerçants qui s'en sortent malgré le confinement. Oui, évidemment. Évidemment que ça fait du bien et ils sont nombreux, heureusement. Parce que l'artisanat et le commerce, c'est ça aussi, c'est savoir se remettre en question, c'est savoir inventer de nouvelles choses. On a vu le poissonnier, la cave qui propose à ses clients. Ça ne fait pas non plus le chiffre d'affaires normal. Hein. C'est peut-être un petit plus dans cette période-là, mais ça fait partie aussi
des facultés des artisans de pouvoir comme ça s'adapter et de se mettre à chaque fois, de se réinventer, de se re-questionner sans arrêt. Malgré la crise. Alors on le voit, hein, les entreprises traversent la crise sanitaire de manière très différente, qu'on soit boulanger ou coiffeur, ce n'est pas la même chose. C'est particulièrement frappant du côté de l'économie liée au nautisme. D'un côté, des chantiers qui fonctionnent normalement, de l'autre, des activités touristiques à l'arrêt, illustration à La Rochelle. C'est un chantier qui tourne à plein régime. Au moment du déconfinement, l'industrie nautique a connu une forte reprise de l'activité, bien aidée par la période estivale. Mais l'envie de prendre le large a attiré aussi de nouveaux clients. Un engouement qui n'a pas été stoppé par le confinement actuel. Les chantiers se poursuivent et si les clients ne se déplacent plus, cette entreprise s'est vite adaptée. On a vu qu'effectivement les clients, ils ont une nouvelle façon d'acheter. Ils se renseignent beaucoup plus d'abord sur le net avec les vidéos, les sites internet, toutes les informations qu'on trouve dans le monde digital. Et ils sont prêts à acheter à distance. J'ai eu un client effectivement qui est un Suisse allemand qui a acheté son bateau sans le voir, sans l'essayer. Et des chantiers au travail, c'est tout un écosystème nautique qui poursuit son activité. Dans cette voilerie, les commandes sont présentes, mais on regrette le contact direct avec les clients. Pour les clients particuliers, le manque du grand pavois se fait ressentir, puisqu'on a eu moins de demandes, moins de devis à faire. J'espère que aussitôt que le confinement va se terminer, on va de nouveau avoir des demandes auprès des particuliers. Si l'industrie tient le choc, ce n'est pas le cas du secteur touristique. Cette association qui propose des stages de voile autour du monde a eu des difficultés à gérer l'après-confinement du printemps dernier. Habituellement, en fait, on emploie des vacataires, des gens qui vont être plus ou moins saisonniers ou qui vont être en CDD. Mais là, il a fallu pendant le confinement leur dire non, que finalement, on ne savait pas si on reprenait. Et dans tout le secteur du tourisme, la crise sanitaire actuelle et ses incertitudes empêchent de planifier sereinement la saison 2021. Gérard Gomez, restons dans l'univers de l'entreprise avec cette thématique abordée tout au long de la semaine sur nos antennes, l'inclusion par le travail des personnes en situation de handicap. À Bordeaux, dans un centre commercial, des personnes handicapées mentales ont aussi trouvé leur place. Regardez. Ça c'est blanche, dorée, très cuite. Alors bien cuite. Bien cuit. Un regard rempli d'attention. À 40 ans, Pierre atteint de trisomie 21 est en CDI dans cette entreprise de 650 employés. Déjà, il y a ma photo qui est là, qui est en face de moi. Et je continue parce qu'en fait, ici, c'est carrément, c'est mon univers carrément. Et je vais reprendre aussi que je souhaiterais de continuer et de m'évoluer encore plus et encore plus. Implication d'un côté, complicité de l'autre. En fait, il y a d'autres sacs différents. Je ne sais pas si j'avais plus de sacs. J'avais jamais travaillé avec quelqu'un comme ça, mais j'avais pas du tout d'a priori. On m'a pas forcément dit de choses mauvaises ou si ça allait être compliqué, donc je me suis fait mon propre avis sur Pierre. Derrière cette inclusion, des acteurs convaincus des bénéfices de l'emploi pour tous en milieu ouvert. C'est une saine émulation de l'équipe. C'est un esprit de solidarité décuplé. C'est la fierté aussi d'une équipe. Moi, Pierre, je le considère comme un employé lambda. On ne se focalise pas sur les difficultés ou sur le handicap. On va partir de ce qu'il est, de ce qu'il est capable de faire. Et on va petit à petit monter en compétences en environnement. Et on va surtout travailler avec les employeurs, avec les entreprises du milieu ordinaire pour adapter l'environnement. En finir avec les milieux protégés et l'exclusion. Les résultats sont là. Les régions Nouvelle-Aquitaine et Corse sont les bons élèves en matière d'intégration professionnelle. À la Chambre de métiers de l'artisanat, vous vous mobilisez aussi en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap. Tout à fait. Alors, dans les services d'abord, parce que nous avons... Alors, cette année, c'était un peu plus compliqué avec la conjoncture, le télétravail, etc. On n'a pas pu accueillir, mais nous l'avons fait l'an dernier. Et surtout, nous le faisons de façon régulière avec des apprentis en situation de handicap. Et d'ailleurs, nombreux CFA sont labellisés pour accueillir justement des jeunes en situation de handicap, parce que l'artisanat se veut aussi inclusif. Et voilà, chacun a sa place dans l'artisanat, et y compris les jeunes en situation de handicap. Donc
pour nous, c'est vraiment pas une difficulté. On a dans les métiers de l'alimentaire, notamment, il n'est pas rare que les artisans aient recours à du personnel handicapé. Oui. Mais vous le disiez, la crise sanitaire est passée par là. Ça touche forcément cette inclusion Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit une variable d'ajustement, pour le coup, parce que... avec le télétravail, ce que vous oui, disiez, dans le télétravail, dans nos services à nous, de chambre de métier. Mais sinon, au niveau des artisans, non, ça n'a pas d'impact. Enfin, je veux dire, les taux d'apprentis sont les mêmes en cette année que l'an dernier sur du personnel handicapé. Et globalement, c'est quelque chose qui ne pose pas de difficultés particulières. Voilà. Il y a un accompagnement qui est fait avec les AGFIP, avec différentes structures. Mais l'artisanat se veut un vecteur d'intégration, d'inclusion. Et c'est aussi ça notre fierté, quelque part. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de se quitter, Gérard Gomez, je vous propose un peu de musique avec Francis Cabrel. L'artiste lot-et-garonnais vient de sortir son 14e album intitulé « À l'aube revenant ». Notre journaliste Denis Salle l'a rencontré. Bonjour Francis Cabrel. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Voix du Sud. On va parler un peu de votre nouvel album. Alors cet album parle de troubadour un petit peu. Oui, beaucoup même. Qu'est-ce que vous avez pris dans ces troubadours qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire votre album? Certains thèmes, notamment l'aube par exemple, c'est un thème qui est beaucoup évoqué, puisque c'était la rupture, le moment où il fallait se séparer. Les amours étaient adultères, donc... il y avait cette séparation qui était extrêmement cruelle. Et le thème de l'aube a été notamment abordé par un gars de Dordogne qui s'appelle Guiraud de Borneille et qui a fait une magnifique poésie sur l'aube. Et donc j'ai repris ce thème-là que je trouvais très, très évocateur, très, très poétique. Et voilà, je me suis embarqué là-dedans. La fille à son fenestro canto l'usels barats e dins cado canso espero se trobar a cobal forzo mai qu'un policho joyeux rockstar du Moyen-Âge, nous descendons de vous. C'est vous qui avez écrit en occitan? Non, c'est pas moi. C'est mon ami Jean Bonnefond, qui lui aussi est dans la genèse de cette histoire à la fois troubadouresque et surtout occitane. Ça doit faire 30 ans que je le connais et 30 ans qu'il me dit qu'il faut que je chante en occitan. Donc le temps que ça a pris pour que je m'y mette, voilà, et que je sois convaincu d'année en année qu'il fallait effectivement un jour ou l'autre parler de façon très forte de mon pays, de la langue qui était là avant nous et qui est toujours là vivante et que des gens perpétuent. Donc voilà, c'était l'occasion Ce thème de troubadour m'a permis d'appuyer en ce sens, ce que je voulais faire depuis longtemps, mais je ne savais pas trop comment l'aborder. Moi, chanter l'occitan, ce n'est pas quelque chose qui m'est très, très familier, donc je me suis jeté à l'eau. Merci Francis Cabrel. Merci de m'avoir reçu ici à Voix du Sud. On veille à l'héritage, un guitare autour du cou, rockstar del medio d'âge, senda balendez-vous. L'intégralité de cette interview est à retrouver demain dans Contradas, le magazine occitan diffusé à 10h40 sur France 3 Aquitaine. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci Gérard Gomez de nous avoir accompagnés ce soir. Je le rappelle, vous êtes le président de la Chambre de métier et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. En attendant, passez une très belle soirée sur Noah.